Les grottes, gouffres et autres trous obscurs ont depuis toujours attisé notre imaginaire. Nombre de légendes fourmillent à propos de ces endroits mystérieux que l'on perçoit souvent comme dangereux, étroits et anxiogènes. Mais si, au contraire, il s'agissait de fenêtres sur un autre monde, un monde suspendu dans le temps, noyé dans une obscurité et un silence total, qu'il nous faudrait percer d'un faisceau de lumière comme les spectateurs d'une ruine oubliée. Et si, dans ces espaces minéraux, se cachaient les mémoires de paysages anciens, de cataclysmes oubliés, de tragédies émouvantes, d'histoires fascinantes ou de marques fortuites? Et si, sous nos pieds, chaque forme avait un sens, n'attendant que d'être comprise? N'attendez plus, suivez-moi sur la piste des galeries géantes, des formes étranges, des stalagmites étonnantes, des canyons souterrains, des vestiges de civilisations disparues et des bêtes étranges qui peuplent les profondeurs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mystère des profondeurs. Et ben aujourd'hui justement, en parlant de galeries étroites, anxiogènes ou autres, on va simplement s'intéresser à depuis quand en fait il y a des bonhommes qui vont sous terre, parce que au final c'est quand même des milieux qui sont assez proches des lieux de vie, qui sont au présent dans de multiples environnements sur toute la surface du globe, et donc qui ont été fréquentés au fur et à mesure du temps par toutes sortes de sociétés, pour toutes sortes de raisons. Mais depuis quand? Alors vu que c'est un peu brouillon aujourd'hui, n'hésitez pas si vous voulez intervenir pas mal. Okay. Enfin, comme dame, mais ouais. N'hésitez pas. Compte sur nous. On le fera. Ok, mais nickel. Alors, déjà, il faut savoir que dès qu'on va aller sous terre, de fait, on va laisser une marque. Ou plutôt, on va laisser une trace. Je ferai ici le distinguo entre marque et trace. Une marque, c'est quelque chose de plutôt intentionnel. Une trace... J'ai peut-être que mon cerveau a été mis en pause quelques instants, mais tu nous as pas donné les mots du coup. Ah oui, t'as raison. Les mots, alors je vais mettre Superman, ouais. Gigoté, Negra et Endocarstre. Karstre, ok. Wow. Ok, c'est parti. Donc Superman, Endocarstre, Gigoté et Negra. C'est ça. Très bien. Pardon. Donc il n'y a pas de spéléologie qui laisse pas de traces ou de marques. Donc je fais bien le distinguo ici pendant tout le reste de l'épisode entre marque et trace. Une marque, c'est plutôt quelque chose de volontaire. Au contraire d'une trace, une trace, c'est une trace de quelque chose. C'est quelque chose qui est fait par inadvertance. Généralement, c'est plutôt un contact qui va laisser une trace de quelque chose. Okay. Et c'est toujours en référence à autre chose. Genre un passage, genre un appui, genre etc. Okay. Vous la pétez en société, vous pouvez appeler ça le principe de transfert de Locard, qui dit que tout transfert de mouvement résulte en une trace. Ok. Ça, c'est pour vous la péter en société. J'aurais pu mettre Locard dans les mots-clés. Après, tout ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que cette trace, elle va perdurer jusqu'à nous, si c'est sur des temps anciens. Et ça tombe bien parce que les grottes, c'est des milieux qui sont particulièrement propices à la conservation de ce qui s'y trouve, puisque il y a pas d'érosion en quelque sorte, il y a pas de vent, il y a pas dans la plupart des grottes, en tout cas explorables, il y a pas de circulation d'eau qui peuvent trop, en tout cas, perturber ce qui va se trouver au sol. Les conditions de température sont tout le temps les mêmes, quelle que soit la saison, donc il va pas y avoir de variation pour entraîner justement des perturbations. C'est des milieux qui sont aussi coupés entre guillemets de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation animale qui vont pouvoir perturber tout ça. Il n'y a pas de végétation puisqu'il n'y a pas de lumière, donc il ne va pas y avoir beaucoup de perturbations de ce qui s'y trouve. Ce qui fait que, en théorie, j'insiste sur le en théorie, mais en théorie, quelque chose, genre un bloc qu'on pose au milieu d'une galerie, si on le laisse là, qu'on repart, il peut rester là pendant des siècles et des centaines enfin même plus. Oui. Donc ce qui est intéressant dans les grottes, c'est qu'on va peut-être essayer de pouvoir remonter sur des traces assez infimes qu'on n'espérerait même pas retrouver à l'extérieur. Alors après, à côté de ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des modifications. Les grottes, c'est des espaces qui évoluent, on le verra dans d'autres épisodes de Mystère des profondeurs, mais qui évoluent sur un temps long. Donc ça nous donne quand même un espoir de retrouver quelque chose. Donc, depuis quand, c'est la question, depuis quand est-ce qu'on peut retrouver des traces de bonhommes sous terre en fait? Okay. Et ça va nous emmener en Afrique, à la grotte de Wonderberg, dans la province du Cap Nord, donc en Afrique du Sud. Dans cette grotte, donc c'est un immense tube, totalement horizontal, il n'y a pas vraiment de difficulté de progression, qui se développe sur environ 200 mètres de profondeur, et qui a gardé un piège en fait à sédiments depuis plus de 2 millions d'années. Il y a des choses qui sont coincées à l'intérieur, qui ont été emmenées par le vent, qui ont été emmenées par plein de processus, qui font que ça s'est accumulé au fur et à mesure du temps. Et donc, ça a aussi piégé plein de traces de fréquentation animale, humaine, et notamment des outils datés à environ 2 millions d'années, juste à côté de peintures datées, donc de peintures sur les parois qui sont datées à environ 10 000 ans. Donc, il y a quand même une très grande période de fréquentation humaine dans la grotte. Et ça, c'est à l'entrée de la grotte, plus ou moins.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est depuis quand est-ce que les gens ils sont allés vraiment profond sous terre, quoi. Pas juste s'être arrêtés devant le porche, s'être mis devant l'entrée, etc. Quand est-ce qu'ils sont allés explorer, quand est-ce qu'ils ont fait de la spéléo, en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette grotte, donc au fond, tout au fond, à plus de 200 mètres de l'entrée, il y a des traces d'incendie qui ont été datées à environ 900 000 ans. Pour le coup, le feu ne peut pas être arrivé comme ça de manière naturelle dans la grotte. Il y a forcément un apport qui ici est très clairement humain. Ça veut pas dire non plus que c'est un feu maîtrisé. Et ça, c'est une grosse nuance sur laquelle on pourra revenir après. Mais, pour le coup, il y a forcément à un moment donné des bonhommes qui ont amené à 200 mètres de l'entrée. Il peut pas y avoir, sachant qu'il n'y a pas de continuité de cet incendie entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il y a bien quelque chose qui a été déclenché ou qui a été amené dans cet intérieur de la grotte. Donc pour le coup, c'est la plus vieille trace qu'on ait de fréquentation du milieu souterrain, donc datée à environ 900 000 ans, donc environ 1 million d'années. Ok. Donc ça fait au moins 1 million d'années qu'on fréquente les grottes profondes. Petite question au passage, parce que c'est une question qu'on se posait avec Raph avec les micros en moins. C'est quel humain du coup qui fréquente cette grotte à 2 millions d'années? Alors là, pour le coup, je l'ai pas pris dans mes notes, mais effectivement, on n'est pas sur du sapiens, donc on n'est pas sur nous. À 2 millions d'années dans cette zone-là de l'Afrique, je saurais pas te dire par contre. C'est Homo naledi, c'est ça? Non, mais Naledi, c'est plus récent, c'est dans les 200, 300 000. C'est ça. Mais- Je vais parler de Naledi tout à l'heure, mais là, du coup, à Wonderwerk, je saurais pas te dire, je préfère pas dire de bêtises. Ok. Ouais, moi je pensais qu'on était vers Rising Star, mais non. Non, Rising Star, du coup, je vais en parler juste après. Ok. Mais attends, on peut checker vite fait. Wonderwerk. Alors, est-ce qu'on prend les paris? Qui est dans cette grotte du coup, Eric? Ouais, 2 millions d'années. Le problème, c'est qu'il y a tout le monde il y a 2 millions d'années. Il y a un peu tout le monde. Bah mais- ouais. Moi, je me demande surtout s'ils ont retrouvé les restes humains, en fait, qui pourraient leur dire Ouais, c'est vrai que, Ils quoi. savent pas vraiment plus que ça aussi. Parce que ils ont, du coup, des pierres taillées de l'Oldowayen. Ouais. Donc cette culture d'il y a environ 2 millions d'années. Mais j'ai pas vu que ce soit associé vraiment à une espèce en particulier. Ok. Ils parlent juste d'activité humaine, mais il faudrait regarder les papiers scientifiques, je pense, pour regarder. Mais c'est pas dit qu'ils aient retrouvé des restes vraiment, parce que généralement, quand même, ils le mettent un peu en avant, quoi, quand ils savent un peu l'espèce. Ok. Bah, je saurais pas te répondre, du coup. C'est pas grave. Alors des traces comme ça, on en a donc là à Wonderwerk en Afrique du Sud, c'est donc la plus vieille trace qu'on en ait. Il y a d'autres traces qu'on a assez anciennes. Et en Europe par exemple, la plus ancienne trace de feu en milieu souterrain. Bon pour le coup là, on n'est pas non plus aussi loin de l'entrée qu'on l'est à Wonderwerk. Et c'est la Cueva Negra del Echero del Rio Quipar. T'as Qui dit est une Negra, horrible non? C'est pas un mot? Oui, tout à fait. Qui est qui est avec un horrible accent, qui veut dire la grotte noire des gorges du Rio Quipar, qui est près de Murcia, en Espagne. Donc pas si loin au final de chez nous, on y trouve plusieurs objets, des pierres, des ossements, qui ont été chauffés entre 400 et 600 degrés. Et ça a été daté, donc on peut dater la période de chauffe avec une technique qu'on appelle la thermoluminescence. Donc on a pu le dater jusqu'à environ 800 000 ans. Oh. Donc au final, même en Europe, on est quand même sur des périodes de fréquentation assez vieilles de ces espaces-là. Encore une fois, c'est des dates minimales. Ça veut pas dire qu'on n'a pas pu y aller avant. D'ailleurs, ce serait totalement logique qu'il y ait eu des incursions avant sous terre, puisque aujourd'hui, il y a bien des animaux qui le font. Je veux dire, même pas forcément d'ailleurs des animaux inféodés au milieu souterrain. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. On a par exemple la Chauvet, des traces de Cuon ou autres qu'on fréquentait la grotte. Donc, forcément, des humains qui sont allés sous terre, ça remonte sûrement depuis qu'il y a des humains en fait. Mais les traces qu'on en ait, en tout cas de fréquentation vraiment du milieu souterrain, c'est au moins 1 million d'années. Donc après, il y en a plein d'autres, que ce soit en Asie, etc. Donc l'idée, c'est pas de vous faire une liste exhaustive. Mais donc ça fait un bon moment qu'on fréquente les grottes. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est d'accord, on sait que on est en contact du milieu souterrain depuis très longtemps, en fait depuis que l'humain existe, même avant, puisque les grottes sont à côté de nous depuis très longtemps. On sait que depuis au moins 1 million d'années, on a l'appétence, l'envie d'aller sous terre. L'autre question, pour se demander depuis quand est-ce qu'on fait vraiment de la spéléo, c'est quand est-ce qu'on peut y aller techniquement, parce qu'un milieu souterrain, c'est un milieu assez particulier qui est défini notamment par le fait qu'il n'y ait pas de lumière en fait. C'est hostile, quoi. Et c'est bête à dire, mais c'est un facteur limitant. Pour aller vraiment sous terre profond, il faut avoir une maîtrise d'un éclairage artificiel. Donc l'autre question, ça peut être en fait simplement depuis quand est-ce qu'on a le feu en fait, depuis quand est-ce qu'on le maîtrise. Et ça, c'est une question difficile. Parce que ce qui est difficile par rapport à ce débat, depuis quand est-ce qu'on maîtrise le feu, c'est justement depuis quand est-ce qu'on le maîtrise, pas depuis quand est-ce qu'on l'utilise. En soi, c'est difficile quand on trouve une trace de feu, de dire s'il s'agit d'un feu qui a été entretenu ou qui a été allumé, qui est maîtrisé en fait.
Et c'est toute la nuance pour les traces de feu qu'on va en avoir, sachant que on joue sur du détail, sur des fois des petits foyers qui ont été faits, qui ont duré quelques jours. Quand on retrouve ça des milliers d'années après, c'est difficile après d'argumenter, sachant que le tout a été un peu détruit, ou voilà, on voit ce qu'il en reste, quoi. Alors, en règle générale, il y a plusieurs feux, en tout cas plusieurs foyers, plusieurs traces de combustion qui ont été découverts à travers plein de sites dans le monde. Je peux vous citer les sites de Gadeb en Éthiopie, de Gesher Benot Yaakov, pareil, je pense que la prononciation est très mauvaise, en Israël, de la grotte de l'Escale en France aussi, qui sont tous datés entre 790 000, 700 000, mais pour tous ces feux-là, donc environ 800 000 ans, bah, il y a des vrais débats, comme je vous le disais, entre une possibilité de foyer intentionnel ou d'incendie naturel entretenu. Pour le coup, à chaque fois, là, c'est des feux qui sont sur des entrées de grottes, on n'est jamais vraiment sur des milieux profonds, quoi. Il y a 2 sites, par contre, qui témoignent de foyers qui sont incontestables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des blocs qui sont organisés autour du feu, il y a des outils en bois et en os de cervidés qui ont été durcis à la flamme, etc. Donc on est bien sur quelque chose qui est maîtrisé. Et ça, c'est à la grotte de Ménez-Drégan, dans le Finistère, et dans le site de Zhoukoudian, en Chine. Les deux ont été datés à peu près entre 450 et 400 000 ans. Donc, ça fait au moins 400 000 ans, mais j'insiste sur le au moins 400 000 ans qu'on est capable d'aller fréquenter un milieu souterrain profond, en fait, d'aller faire de la spéléo pour de vrai, quoi. Il n'y a plus d'ailleurs le site de Ménez-Drégan, il n'existe plus. Il y a un monsieur ils l'ont- bricolage depuis la semaine dernière. Ah ouais ? Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est Ah, rapport mais à- oui, par rapport au... C'est oui, une blague par rapport à la clue. Ok, yes. Mais tu vois, moi, quand tu dis les 2 sites, moi, traditionnellement, enfin, c'est ce qu'on nous avait appris, effectivement, c'est Ménez-Drégan, et puis derrière, t'avais Terra Amata, mais Terra Amata, c'est plus jeune, c'est 400 000. Donc, du coup, c'est pas la même, vraiment. Terra Amata, c'est dans le sud de la France, c'est ça? C'est vers Nice, Oui, je crois. oui. Nice, ouais. Ouais, il y en a plus. En fait, il y a plusieurs sites qui se tapent un peu la course pour Moi, les j'avais 450 000. entendu 400 dire, 000. alors je sais plus si c'est une grosse connerie ou pas, que c'était aussi vis-à-vis de la recrudescence de foyers, c'est-à-dire que s'il y a plein de foyers, en gros à une même date, ça signifie qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont capables de faire du feu, et donc du coup que potentiellement on est plus sur une maîtrise que sur une domestication. Ouais, totalement. D'autant que du coup, plus on va remonter loin, les traces sont disparates, etc. Plus on a Et du oui. mal en fait à retrouver des choses. Donc forcément, on va plafonner un peu sur cet argumentaire, quoi. Bien sûr. En fait, au bout d'un moment donné, faut admettre que on pourrait défendre autant une hypothèse que l'autre, quoi. À ce moment-là, du coup, il y en a aucune qui est recevable. Ouais. Du coup, voilà, depuis au moins 400 000 ans, quoi. Mais il y a des sérieux doutes pour avant. En soi, sous terre, on n'a pas vraiment retrouvé de traces maîtrisées dans des espaces profonds bien avant. Ok. Donc pour le moment, enfin ça gêne En pas tout cas, vraiment. pour ton ce qu'on sujet à retrouve. toi, on est plutôt sur un truc du genre, effectivement, les explorations de grottes profondes remonteraient plutôt à C'est ça. 450 000. En tout cas, à partir de là, on en est capable. Mais j'ai peut-être Après, une, nous, j'ai peut-être Ouais. une remarque un peu bête, mais Il n'y a pas de remarque bête. avec la nouvelle technique qu'a utilisée Slimak à Mandrin pour voir les interstices de couches avec les cendres ou la suie, c'est ça? ah oui, ouais, Est-ce ouais. que potentiellement ça pourrait amener à trouver des traces, enfin, des marques du coup plus anciennes, ou c'est ou simplement les couches sont beaucoup trop grandes pour pouvoir interpréter ça facilement? Tu parles de, est-ce qu'on arriverait à trouver des traces plus anciennes de feu Mm. en règle générale, ou si on arriverait à trouver des traces plus anciennes sous terre? Parce qu'en fait, de souvenir, lui, il avait dit que c'était de l'ordre de genre d'une saison d'écart entre deux Ouais, c'est ça, ouais. occupations de passage. Donc, Ouais. éventuellement, du coup, les couches, donc elles doivent être quand même assez fines pour pouvoir déterminer ça, mais ça veut dire que on pourrait potentiellement trouver des couches plus fines, ou c'est pas du tout ça, ça joue pas sur la couche fine du. Les milieux souterrains, ils sont aussi caractérisés par le fait qu'ils étaient des dépôts super particuliers que tout le monde connaît. Enfin, on les connaît tous sous une forme, qui est les stalagmites, stalactites. Mais en réalité, ça prend plein de formes. Il y a plein de noms différents. Ça, on fera un épisode spécial sur du coup les spéléothèmes, on appelle ça. Toutes ces concrétions, donc, elles se développent en petites couches qu'on appelle des lamines, qui sont déposées à intervalles réguliers, qui peuvent être saisonniers. Et donc là, c'est justement grâce à ces archives qui sont finales. Enfin, c'est de la haute résolution, quoi, vraiment, de mémoire naturelle, que toute l'équipe du coup de Ludovic Slimak, mais surtout de Ségolène Van de Velde, donc qui faisait sa thèse là-dessus, celle qui a développé un peu la méthode. Elles ont réussi à voir qu'il y avait donc une alternance de dépôts de suie, et en les corrélant du coup avec ces lamines, ils arrivent à toucher
de l'ordre de la saison, parce qu'en fait, il y a des lamines, je vois qu'elles ont été formées pendant la saison chaude, d'autres pendant la saison froide, donc t'arrives à Entre-temps. toucher à été-hiver, quoi. Voilà, Ouais. donc t'arrives à avoir un truc de l'ordre de la saison, effectivement. Ok. Après, eux, ça marche super bien parce que ils sont sur un abri sous roche qui du coup est exposé à des rythmes de gel-dégel. Et oui, donc ça facilite cette Ils vont faire interstice de péter couches. la paroi, quoi. Mm. Voilà, c'est ça. Ça va faire péter des petites écailles de paroi sur lesquelles, bah, là, il y avait des petits écoulements d'eau qui laissaient des petits films de calcite. Et donc, au fur et à mesure, ça finit dans la fouille. Et donc, en plus, chaque petite écaille est stratigraphiquement parlant classée dans la fouille. Donc, tu arrives aussi à faire le match, Ouais. à matcher avec justement la couche, en fait. Oui, Simplement, c'est où elle ça. se retrouve, quoi. C'est que tu pars pas de rien Ouais. en fait. T'as ta couche potentiellement. Non, le de matériel feu. est classé, ouais. Ouais, il est trié et et tout. potentiellement, tu peux en trouver plusieurs couches de feu, mais dans une couche de feu qui est déjà existante. Ouais. Ok. Et potentiellement, c'est vrai que c'est une méthode qui pourrait être réutilisée. Alors là, enfin, je veux dire, ça a été le cœur du sujet de thèse du coup de la doctorante dont je vous parlais. Donc, à voir comment est-ce que c'est applicable sur d'autres sites. Il faudrait aussi que les sites aient une bonne, la bonne configuration pour pouvoir la refaire. Et ça marcherait pas en souterrain profond, par exemple. Ok. Puisque là, du coup, bah, il y aurait pas de cycle d'alternance gel-dégel qui nous permettrait d'avoir un enlèvement continu de matière de la voûte qui emporterait avec elle tous les dépôts de suie et tout et qui les mettrait dans une couche à côté. Pour le coup, on n'aurait pas ça, quoi. Après, l'analyse des dépôts de suie, c'est quelque chose qui est en plein boom en ce moment. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses en termes de méthodologie qui vont être trouvées et autres. Rien que sur l'étude, l'appareil des parois, des couches de suie qu'il peut y avoir sur une paroi ou autre, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. D'essayer de comprendre l'événement derrière le dépôt de toute une paroi noire, parce que des moments c'est un peu ça quand même, quoi. Des moments c'est pas en un seul coup, quoi. Mhm. Ok. Pardon, merci. Je me permets de faire un petit aparté quand même pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Ludovic Slimak, c'est bien l'archéologue qui est en charge du coup de faire des recherches sur la grotte de Mandrin, c'est ça? Et tu as Ouais, parlé d'une c'est ça. thésarde, du coup, Ségolène Ségolène Van de Velde. Van de Vel qui a mis au point du coup le principe de fine couche. Ouais. Si vous voulez vous renseigner sur la grotte de Mandrin, il y a également une chronique faite par ce cher Jules sur la grotte de Mandrin et le premier contact entre Néandertal et Homo sapiens, que vous pouvez voir. Le lien est bien évidemment en description de l'épisode. Ah oui, La fuliginochronologie, c'est ça. Fuliginochronologie, waouh. Ouais, voilà. En fait, la chronologie par les couches de suie. La fuliginochronologie. Ok. Et ben, Oui, c'est pas le meilleur nom pour passer dans le domaine public, quoi. Ça, c'est vrai que, mais elle a le mérite d'être précise. C'est ça? Fuliginochronologie. Fuliginochronologie, ok. Ouais. Eh ben, on te laisse reprendre du coup, Jules, le cours de ton intervention. Si tu le souhaites, Non, du toutefois, tout. après on peut débattre sur la fuliginochronologie. La fuliginochronologie, ouais. Bah donc du coup, on a vu que potentiellement les humains ont toujours été en contact avec les grottes. Ça fait un bon moment, 1 million d'années qu'ils ont au moins l'impétence de vouloir y aller. Ça fait au moins 400 000 ans qu'ils peuvent aller profond, techniquement. Mais de tous les exemples qu'on a vus, par exemple Van de Werf, donc à 2 millions d'années, on va à plus de 200 mètres de profondeur, mais ça reste un conduit en tube super facile d'accès. Il n'y a jamais vraiment de difficulté. Donc, ce qui est intéressant, c'est parce que la spéléo, la plupart des gens ont ça à l'esprit, et quand on pense à spéléo, on pense à des conduits étroits, à des difficultés de progression. C'est largement pas le cas de toutes les grottes. Il y a autant de types de grottes que de personnes qui y vont d'ailleurs. Mais effectivement, c'est vrai que les milieux souterrains peuvent être caractérisés par des difficultés de progression, que ce soit des espaces restreints, que ce soit des espaces verticaux pour lesquels il faudrait peut-être des cordes ou autres pour passer. Aujourd'hui, en tout cas, on a tout un équipement spécifique pour la spéléo. Et donc, ce qui est intéressant, quand on se demande depuis quand est-ce qu'on fait de la spéléologie, est-ce qu'on a des traces de fréquentation de milieux souterrains avec passage d'obstacles, avec passage justement de toutes ces nœuds d'accessibilité au milieu souterrain, quoi. Alors effectivement, on en a, la plus vieille qu'on ait, mais également une des plus impressionnantes, c'est le cas de la grotte de Rising Star dont parlait Raph tout à l'heure. Donc une grotte en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant en fait dans cette grotte, c'est qu'on y a découvert des corps d'Homo naledi, donc là pour le coup c'est pas Homo sapiens, et ces corps en fait ont été retrouvés dans une salle qui est uniquement accessible par 2 étroitures particulièrement resserrées. Pour vous dire, donc la première, les scientifiques l'ont surnommé affectueusement Superman Scroll, qui veut dire simplement la... Mot-clé. Parfait.
Pardon. Donc le passage de Superman, en fait simplement parce que la position idéale pour le passer, c'est avec une main en avant, une main en arrière. Ouais. Donc c'est pas une petite étroiture, il y a une position particulière pour la passer. La deuxième, il l'appelle le dos du dragon parce que on commence dans une grande salle d'effondrement sur laquelle il faut remonter tout un talus de blocs, un peu comme si on remontait le dos d'une créature apparemment avec des piquants partout. Et juste au-dessus, en fait, il y a un petit passage entre la voûte et ces dépôts d'écroulement qu'il faut passer comme si on passait de l'autre côté du dos du dragon. Donc ces deux étroitures, qui sont assez marquantes, apparemment sont là depuis quand même un bon paquet de temps. Il y a eu des études géologiques là-dessus. Et donc, étaient contemporaines des dépôts, des corps, qui ont été datés à une période comprise entre 236 et 335 000 ans. Sachant que le dépôt des corps en lui-même semble indiquer un dépôt en plusieurs fois, sur un temps long. Quelques années, quelques dizaines d'années, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que ça marque donc, c'est que ça marque une pratique régulière d'incursion souterraine avec difficulté de progression. Plusieurs fois, ils sont arrivés en traînant des corps, en passant deux étroitures, des passages où fallait grimper. Bon, c'est une grimpe tranquille, hein. On grimpe sur des blocs, faut mettre les mains, mais voilà quoi. Ça reste quand même une difficulté de progression. Sur donc plusieurs fois. Alors après, savoir un peu l'occurrence vraiment, la simplicité que ça peut avoir, c'est difficile. On sait juste que ça a été fait dans un temps plus ou moins long. Mais ça marque vraiment une fréquentation spéléologique engagée de manière répétée. Sachant qu'il faut se remettre en tête que tous ces passages dans le milieu souterrain sont faits donc avec des moyens d'éclairage qui sont quand même instables aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aussi tranquille avec son éclairage que nous aujourd'hui avec nos lampes électriques qui ne craignent rien. Si par malheur on éteint sa torche, si on n'a pas prévu le coup, enfin on est dans le noir total, c'est fini quoi. Donc pareil, une torche, ça peut aussi dégager pas mal de fumée qui peut, suivant la configuration de la grotte, amener à rendre un endroit rapidement totalement irrespirable. Donc c'est pas la même manière d'approcher l'espace et puis d'anticiper la sortie qu'on va faire. C'est pas la même spéléologie quoi. Et ça, en fait, des exemples comme ça d'engagement dans le milieu souterrain, on en a pas mal. À Ligue des Rameaux, on a par exemple des carcasses animales qui ont été récupérées en descendant un puits. Donc, ce qui nécessite une escalade ou un cordage. On sait qu'on maîtrise ça depuis quand même plusieurs dizaines de milliers d'années. Ou simplement des matières putrescibles qui auraient pu disparaître aujourd'hui. Par exemple, typiquement un tronc d'arbre élagué qu'on balance dans un trou, ça permet simplement de descendre. Mais en tout cas, il y a des méthodes qui ont été utilisées pour descendre des puits, pour aller récupérer des animaux qui seraient tombés dans ce milieu souterrain. On a aussi des peintures qui ont été faites dans des zones qui nécessitent une escalade, ou en tout cas un équilibre précaire. Dans plusieurs grottes, on a la grotte Margot, la grotte de Bernifal, la grotte de Cosquer, la grotte Nerja. Donc on a plein de traces comme ça, y compris de fréquentation jusqu'à très loin dans le milieu souterrain, parfois à plusieurs kilomètres. Et là encore, sur le fait que aller à plusieurs kilomètres sous terre à une époque où le principal éclairage c'est soit des lampes à graisse, soit des torches, c'est pas le même engagement qu'on aurait aujourd'hui à le faire quoi. Ouais, il y a une vraie volonté d'y aller malgré les dangers et, comme je disais tout à l'heure, malgré le côté hostile de ce milieu. C'est ça. Il y a une vraie il y a un engagement. En fait, comme on pourrait en parler pour un engagement en alpinisme, Ouais. c'est exactement le même principe. Et sur ce, donc des traces comme ça, on va en avoir de plus en plus. Sachant que la fréquentation des grottes, elle va évoluer dans le temps. Hein. Au moment du Paléolithique, on a pas mal de traces de fréquentation, notamment au Paléolithique supérieur. On a beaucoup de traces de fréquentation de l'espace souterrain. Alors celle qui vient le plus à l'esprit, c'est l'art pariétal, mais on en a aussi d'autres. On a des traces de progression, ça peut être des traces d'empreintes, des circulations en fait tout simplement, où on va suivre les personnes. À Chauvet, par exemple, il y a des empreintes de pas dans l'argile. C'est pareil à la grotte d'Alden. On va voir tout un cheminement, pour le coup plutôt mésolithique. Mais on a des traces de pas, pareil à la grotte de la Garma en Espagne. On a des traces de pas de personnes, enfants, adultes. Un cas particulièrement touchant, je trouve, par rapport justement à ces traces de progression en milieu souterrain, c'est la grotte de Basura, en Italie, où on a en fait, contre une partie de la paroi, on a un petit passage un peu plus étroit que le reste, qui est pas forcément le passage par lequel nous on passe aujourd'hui. On passe plutôt sur le côté de la galerie qui est un peu en pente, une pente argileuse, mais sur laquelle on passe plus facilement aujourd'hui. Le fait est que au Paléolithique, des personnes sont venues et ont suivi au contraire la paroi
Peut-être simplement parce que quand on a un éclairage, une torche, on a plus facilement tendance, dans des grands espaces souterrains, à essayer de suivre toujours une zone repère qui est la paroi, et à jamais trop en dévier, notamment quand on n'arrive pas à voir tout l'espace autour de nous. Et donc ils ont suivi cette paroi, se sont confrontés à cette étroiture, le long de la paroi, et ont rampé. Alors apparemment, des traces qui ont été trouvées, ce serait un petit noyau familial, qui donc a rampé dans l'argile de cette étroiture, et aujourd'hui on voit toutes les traces, les coups de coude, les raclements de pieds, etc., pour essayer de passer. Donc on voit toutes ces traces de passage dans une étroiture, dans cette petite grotte en Italie. Les traces sont assez touchantes en elles-mêmes, elles ont été totalement scellées et recouvertes donc, de calcite, donc ce matériel qui forme les concrétions. Mais si vous tapez grotte de Basura, vous verrez les empreintes de doigts, les raclements, le passage en fait vraiment dans ces petites étroitures. Donc voilà, ça fait un moment qu'on fréquente l'espace souterrain, particulièrement donc dans ces périodes de la préhistoire. Après le paléolithique, il va y avoir une zone de creux en quelque sorte, puisque on a assez peu de traces de fréquentation de l'espace souterrain au mésolithique, donc après l'âge glaciaire et au néolithique. Je parle de fréquentation d'espaces souterrains profonds. Au néolithique, au contraire, on va davantage s'approprier les porches, les abris sous roche, notamment pour des pratiques sédentaires du style les grottes bergeries, etc. Donc on va utiliser ces porches comme bergeries naturelles, qu'on va parfois compléter par quelques murets, ou pour des raisons sépulcrales, on va utiliser les entrées de grottes comme sépultures, comme hypogées. Et puis enfin, dès l'Antiquité, les grottes sont réutilisées pour plein de caractéristiques diverses, défensives, de protection, d'exploitation de leurs ressources, l'argile, l'eau, les minéraux et autres. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on va beaucoup investir les milieux souterrains, on va beaucoup les aménager au cours du temps. Et cette question des aménagements des espaces souterrains, je vous propose d'en parler dans un prochain épisode de Mystère des profondeurs. Bah, merci beaucoup. On a loupé 2 mots clés, je crois. Gigoté et endocastre. J'ai pas dit gigoté pour la grotte de Basura, merde. C'est coup, je peut-être, voulais dire- mais en fait, comme c'est un mot je qui voulais passe, dire gigoté qui à passe ce vite, moment-là. peut-être qu'on n'a pas fait gaffe. Non, mais c'est sûrement moi qui ai pas fait gaffe. Vous nous direz, Et les endokarst, en auditeurs, fait, s'il c'est... J'ai sûrement oublié, j'admets. Et endokarst, c'est simplement le mot qu'on utilise pour caractériser cet espace profond. Donc le karst, c'est tout ce système où ce système où de l'eau rentre dans une roche, la dissout et va ressortir sous forme de grotte. Donc c'est tout un système. Et il y a plein de zones, donc les zones profondes, les zones extérieures où l'eau vient s'infiltrer, etc., etc. Et donc on va appeler par exemple l'extérieur l'exokarst et l'intérieur l'endokarst. Bien sûr. Et donc si vous voulez vous la péter en société, pareil, vous pouvez parler au lieu de grotte, vous pouvez dire je suis allé le week-end dernier visiter un espace endokarstique pas piqué des hannetons. Il y avait pas un nom est-ce qu'en France on n'avait pas essayé d'amener un nom pour ce genre d'espace, parce que je sais que de souvenir karst c'est slovaque, non? Ouais. Ouais, En tout cas, c'est un pays slovène, ouais. Et on avait Slovène effectivement Ouais. un autre mot, nous, mais qui a pas pris, mais je sais pas. Ouais, je sais plus ce que c'est. C'est les Kos, ouais. Ah voilà, Cause, cause. voilà, c'est ça, les Ah. En France, ouais. En fait, il y a un moment donné où il y a eu un débat de. En gros, on cherchait le milieu typique, l'endroit où c'est évident. Enfin, c'est un cas d'école, quoi. Et Ouais. du coup, chacun essayait un peu d'avancer. Enfin, il y en a plusieurs qui ont essayé d'avancer un peu leur pion en disant, chez nous, c'est incroyable. La Slovénie est particulièrement incroyable pour ce qui est du karst, Ouais. parce qu'elle a des conditions incroyables, ce qui font qu'il y a des grottes qui n'ont pas de sens. C'est des galeries de 100 mètres de haut, des fois. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, tout le modelé karstique est très, très développé. Et particulièrement dans une région qui s'appelle la région du Kras, donc la région karst en fait, simplement. Donc c'est le nom de la région. Ce qui a donné, au final, ça s'est implanté. Nous, en France, au départ, on a voulu faire les chauvins, donc on n'a pas voulu rejoindre le mouvement international qui avait qui réutilisait karst. Et on s'est dit oui, mais nous, les Kos, pareil, c'est particulièrement incroyable, c'est particulièrement typique. Donc je vois pourquoi on dirait les karst, alors que nous, on a ça chez nous et ça s'appelle les Kos, quoi. Donc au départ, il y a eu un mouvement qui militait pour les espaces caustiques. Espace caustique. Mais ça n'a pas, n'a non, pas ça pris. n'est pas resté dans l'histoire. C'était trop second degré. Tout le monde a pris ça pour une vanne alors que le mec était super sérieux. Du coup, c'est Ils l'ont rentré dans super mal pris. c'est rentré dans le dictionnaire français, être caustique. Ah, c'est ça. C'est ça. Il est fort. Merci beaucoup, Jules, pour ton Merci, intervention que merci tu à as vous. improvisée en réalité. Donc merci à toi. On t'applaudit, on peut pas le faire parce que ça passe jamais dans le Discord, mais on le fait avec avec joie et avec bonheur.
Donc ouais, Ce serait un très tonnerre drôle qu'à d'applaudissements pour chaque, Jules. Wouh, pip, pip, pip. Ce serait trop drôle qu'à chaque intervention de tout et de rien, tu rajoutes c'est le même enregistrement mal fait d'applaudissements de sitcom américaine pourrie. Applause. Ce serait très très drôle. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.